pour 15 minutes. Bonjour à tous et à toutes. Donc, comme Marie l'a dit, je suis Céline Kael, je suis enseignante de sciences économiques et sociales et mon collègue Laurent Reynaud est professeur des sciences de la vie et de la terre. Donc, on est tous les deux membres d'un collectif d'enseignants qui travaillent ensemble dans ce qu'on appelle des classes coopératives. On essaye et on va essayer de vous présenter nos pratiques pédagogiques, de les présenter modestement, puisqu'on est dans un collectif qui ne nous résignons pas à la fatalité, aux inégalités scolaires, à l'échec scolaire, mais qui essayons de réinterroger les automatismes professionnels pour imaginer une école différente. Alors bien sûr, ensemble, on construit, on essaye, on bricole, mais aussi on se trompe, on échoue, et donc on réessaye et on reconstruit. Et donc, bref, tout ça pour vous dire qu'on expérimente. Alors, expérimenter, c'est quoi? En pédagogie, expérimenter, c'est tenter d'accorder des outils, comme le travail en groupe, par exemple, des connaissances, des savoirs et des valeurs, comme par exemple la solidarité. En fait, l'expérimentation, notre expérimentation, elle n'aurait pas trop de sens si elle n'était pas accompagnée de valeurs, d'un certain idéal de la société. C'est bien les valeurs qui vont guider notre action collective, à la fois pour améliorer les apprentissages de nos élèves, mais aussi pour travailler à l'émergence d'habitudes collectives plus pérennes, qui sont aujourd'hui nécessaires, en tout cas c'est ce qu'on estime, pour construire la société de demain. On a organisé cette présentation autour de 3 valeurs qui sont centrales pour nous. Alors, il y en aurait certainement d'autres, et il y en a certainement d'autres dans notre pratique. On pourra y revenir dans le temps d'échange. Ces 3 valeurs, je crois que vous l'avez compris, la première, c'est la coopération. On est dans une école qui reste et demeure très compétitive, peut-être plus compétitive, je ne sais pas. En tout cas, rien qu'en regardant Parcoursup, on peut voir qu'il y a des dispositifs de compétition très forts. Et nous, on essaie justement dans cette école de retrouver les pistes pour la coopération, pour l'entraide et pour la solidarité. Le deuxième élément de notre présentation, ce sera la formation à la démocratie, au débat et au doute, parce qu'on estime que c'est une route vers l'émancipation comme liberté, de travailler sur cet exercice démocratique, et que surtout, ça n'est pas naturel, ça s'apprend. Et dernier élément, dernière valeur sur laquelle finalement se tournent nos dispositifs pédagogiques, c'est de créer, en tout cas de proposer des apprentissages qui sont ancrés dans le monde contemporain et dans le vivant, et qui ne sont pas éloignés des expériences à la fois futures, passées ou présentes des élèves. Sauf que, voilà, on va vous présenter ces valeurs, mais pas que. On va surtout vous présenter des pistes concrètes, pédagogiques, transposables. Invoquer des valeurs, c'est bien et c'est une étape importante dans la construction d'une pensée politique, mais ça n'a pour nous pas de sens si ce n'est pas mis en pratique. Pour le résumer, on dit souvent qu'une valeur, ça s'incarne, ça ne s'invoque pas. Donc, on va présenter quelque chose qui ne sera pas exhaustif, parce qu'on veut laisser du temps à l'échange. Surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions. Alors, je ne sais pas si ça s'organise dans le chat ou après, peut-être, dans les 20 minutes suivantes, dans les 20 minutes qui suivront les 3 présentations. Et également, à chaque étape, Laurent ou moi, on mettra des liens vers notre blog. On a un blog des classes coopératives de notre lycée pour justement, si vous le voulez, creuser un petit peu ce qu'on dit et pour nous, pour étoffer notre propos. Alors, premier élément, la coopération. La coopération, on l'entend partout. Globalement, personne n'est contre la coopération. C'est même dans notre langage commun. Hein. Il faut se serrer les coudes, il faut faire en bonne intelligence ensemble. Tout ça, finalement, peu de monde le remet en question. Le consensus, il est au rendez-vous. Mais comment faire pour que les élèves coopèrent vraiment et que demain, les citoyens qu'ils sont et qu'ils seront coopèrent et s'entraident à leur tour? En fait, on peut attendre le déclic, on peut espérer, on peut croire. Parfois, on va même se plaindre en salle des profs. Oh là là, je leur ai proposé un exercice en groupe, ça n'a pas du tout marché, ils ne sont pas du tout solidaires. Voilà. En fait, une chose est sûre, c'est qu'il ne suffit pas de faire s'asseoir des élèves comme des citoyens côte à côte pour leur permettre de bien vivre ensemble. Sauf que c'est de ce vivre ensemble et de ce mal vivre ensemble qui va être évoqué à chaque crise, qu'elle soit sociale, économique ou récemment sanitaire. Et donc, nous, on part du principe que la coopération, ça s'apprend, qu'il faut former les élèves à ce principe-là, former les élèves à cette entraide, et que, à la fois, ça répond à une certaine volonté d'un certain modèle de société, mais c'est aussi utile à la motivation scolaire et aux apprentissages. Deuxième élément de cette entraide, c'est que ça permet de pallier aux inégalités en classe. C'est-à-dire qu'on sort de ce modèle où finalement on a des élèves qui
s'ennuient, des élèves qui sont très confiants et très sereins par rapport à leurs apprentissages qui vont s'ennuyer, et de l'autre, des élèves qui vont sans cesse se dévaloriser. L'idée, c'est qu'il y ait justement ce temps pour que les élèves confiants aident ceux qui le sont moins et que ceux qui le sont moins reprennent confiance en eux par cette entraide. Et donc, comment on fait concrètement? On a évidemment plusieurs choses. La chose la plus centrale, j'imagine, c'est qu'on a mis en place donc 1 heure par semaine un dispositif qu'on appelle des heures coopératives, mais en fait, c'est des heures d'entraide entre élèves. Ces dispositifs, ils ont donc lieu chaque semaine et les élèves ont l'opportunité de s'aider entre eux. Ça veut dire que c'est une heure qui n'existe pas dans le système scolaire classique, enfin, dans ce qui est obligatoire pour les élèves, dans leur emploi du temps, et qu'on a rajouté. Mais au sein de ces heures, on a aussi mis en place des formations à la coopération à destination des élèves pour montrer l'intérêt de l'entraide d'une part, à quoi ça sert, pour leur donner le sens, mais aussi pour montrer les façons de l'entraide et éviter que celle-ci suscite en tout cas faire en sorte que celle-ci suscite la motivation sans la dévalorisation qui peut aller avec dans ce genre de dispositif. Je crois que Laurent est en train de poster quelques liens sur justement ce qu'on peut mettre en place. Quelles sont vraiment concrètement ces formations avec, on a des articles qui sont vraiment des to-do list pour avoir des pistes concrètes. Et enfin, une autre manière de solliciter la coopération, c'est des activités en classe qui vont solliciter l'interdépendance. On vous parlera de la classe puzzle, qui est une manière du coup de faire travailler les élèves ensemble par l'interdépendance, mais aussi d'écriture de dissertation à plusieurs mains, par exemple. En tout cas, cette coopération, elle est importante pour nous et elle est tellement importante qu'on n'en reste pas à celle entre élèves. On se retrouve aussi entre enseignants, une fois par trimestre. Et c'est finalement pas si courant que ça, pour ce qu'on appelle une co-formation, où nous, on va tester les dispositifs qu'on a mis en place sur les élèves, on va échanger et surtout réinventer d'autres dispositifs. Je laisse Laurent prendre la parole sur la partie démocratique et sur ce qu'on a appelé la coéducation. Ouais, merci beaucoup, Céline. Du coup, la deuxième valeur ou deuxième principe, c'est l'émancipation par l'engagement démocratique. Alors, peut-être partir de constats partagés, un constat d'abord sociétal, c'est qu'on voit bien quand même que de plus en plus de gens sont préoccupés par la démocratie, en tout cas par les enjeux sociétaux. Et puis, paradoxalement, il y a de moins en moins d'engagement dans les processus démocratiques. Et puis, un certain désintérêt, voire parfois une défiance par rapport à cet engagement-là. Et du coup, du point de vue, un autre constat, plutôt du point de vue d'un élève, on peut se demander quand est-ce qu'un élève découvre ou se confronte à la démocratie. Il voit de la démocratie quand on lui présente le règlement intérieur en début d'année. Il voit la démocratie quand on demande à un certain nombre d'entre eux de s'investir dans une démarche de délégué. Mais là, on peut juste réfléchir 5 minutes sur ce que veut dire l'investissement en étant délégué. En réalité, nous, souvent, quand on fait l'élection des délégués au début d'année, le constat partagé de nombreux enseignants, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves volontaires pour se présenter à cette élection. Et puis, quand il y a 2 élèves qui sont délégués, quand on leur demande un petit peu, ils ont été délégués sur le niveau d'avant, sur la classe d'avant, la classe d'avant. Et donc, résultat, on forme 2 élèves sur 30, allez, peut-être 4 sur 30, à représenter, à s'investir dans le collectif. Et c'est toujours les mêmes d'une année sur l'autre. Donc, au final, si on regarde tout le secondaire, donc collège, lycée, on ne forme pas beaucoup d'élèves à la responsabilité collective et à la représentation. Vraiment très peu. Et puis, il y a un troisième moment où l'élève découvre un peu la démocratie, c'est l'éducation morale et civique qui est dans les programmes du collège et du lycée. Et là aussi, alors, il ne faudrait pas tomber dans la caricature en pensant que la plupart des enseignants font des cours magistraux pendant l'EMC. Je ne pense pas que ce soit le cas personnellement. Par contre, il y a souvent une sollicitation du débat. Et on voit bien en pratiquant un peu de débat avec les élèves, alors je ne sais pas si les enseignants sont parmi nous, si ça fera écho à leur pratique, mais parfois, quand on anime un débat en classe, on s'aperçoit qu'in fine, il y a plus une cristallisation, une crispation, voire même des positionnements idéologiques, des certitudes, plutôt que des compromis ou des glissements d'idées. Et ça interroge beaucoup, parce que quand on fait ça, finalement, alors peut-être par le conformisme au groupe, on enferme plus dans des positionnements idéologiques plutôt qu'on ouvre. Alors, nous, l'hypothèse qu'on a fait dans ces classes, c'est de dire que l'engagement démocratique, il ne peut pas se résumer à une injonction ou au fait de l'imposer, mais au contraire, il faudrait que les élèves participent pleinement à sa construction et soient formés à cet engagement-là. Alors, il y a trois intentions, 3 lignes de force qui guident nos actions. Je vais vous les présenter rapidement, puis après, je vous donnerai
des exemples concrets de ce que l'on fait. Donc, ces 3 lignes de force, c'est d'abord essayer de recentrer le débat par des enjeux plutôt locaux qui traversent les problématiques quotidiennes des élèves, donc local et puis aussi du concret, pour que les décisions d'un débat puissent être prises à la responsabilité, enfin que les élèves puissent les prendre en responsabilité concrètement. Voilà. La deuxième ligne de force, c'est peut-être apprendre à décider ensemble. Souvent, quand on doit décider ensemble dans un collectif classe, on a recours au vote majoritaire, donc qui a pour but d'imposer une décision majoritaire à une minorité. Et donc, est-ce que quand on fait ça, finalement, est-ce qu'on ne renforce pas la servitude volontaire? Donc, on essaye justement d'essayer d'apprendre aux élèves à avoir recours à d'autres processus de décision collective. Et enfin, la troisième chose, c'est au lieu de présenter des règles auxquelles les élèves sont amenés à respecter, essayer du coup de les co-construire avec eux, parce que c'est non pas pour les voir comme quelque chose à respecter, mais comme des conditions essentielles à respecter pour faire un projet commun qu'on aurait co-construit. Alors concrètement, comment ça se passe dans nos classes? Peut-être la première pierre angulaire, c'est le conseil d'élèves, c'est-à-dire que l'EMC est utilisé pour faire des conseils d'élèves, c'est-à-dire des réunions hebdomadaires où les élèves sont réunis et il y a un rituel très cadré avec lequel les élèves peuvent faire des propositions démocratiques à la classe et puis décider ensemble en testant justement différents processus de décision collective. Et à la fin, quand une décision est votée ou acceptée par le collectif, eh bien, il y a des élèves qui se portent responsables. Alors, responsable, ça ne veut pas dire celui qui va faire, mais c'est celui qui va veiller à ce que ça se fasse. Et donc, par une rotation des rôles, la plupart des élèves, justement, du coup, endossent ces responsabilités. Et il y a aussi donc un deuxième dispositif, c'est des formations régulières. Alors, Céline en a présenté une sur l'entraide, et puis il y en a une autre sur justement former les élèves à décider ensemble, à se mettre d'accord ensemble. Et puis, on réinterroge aussi le travail de groupe pour faire du travail en groupe très court, parfois de 10 minutes, juste pour confronter les avis entre eux, pour essayer justement de voir le doute comme quelque chose de fécond. Mais ça, vous verrez sans doute dans le chat une proposition. Alors, pour terminer, peut-être la troisième valeur qu'on voulait vous présenter, c'est la coéducation. Alors là aussi, pour parler de constat, on voit que là, souvent, on ne peut pas éduquer un enfant juste par l'école ou par la famille. C'est souvent le carrefour de 3 principes. C'est justement la famille, l'école et l'éducation populaire, le tissu associatif, par exemple. Je pense que Philippe vous en parlera mieux que nous. En tout cas, et puis il y a le deuxième constat, c'est que souvent on voit une espèce de gouffre entre les savoirs académiques qui sont construits à l'école et puis l'expérience quotidienne que traversent les élèves. Et ce gouffre, force est de constater que parfois il est imperméable pour les élèves. Et donc c'est dans ce gouffre que s'évapore un peu le sens des apprentissages qu'on essaye à chaque fois de redonner, mais on a bien du mal. Alors là aussi, il y a des grandes lignes de force de nos actions. On essaye de rapprocher les enjeux des apprentissages avec les questions quotidiennes que peuvent se poser les élèves, et là, pour essayer de combler un peu ce gouffre-là. Et aussi, parce qu'une fois qu'on a montré les acteurs de l'éducation au sens large, ben c'est bien, mais il faut aussi de les faire dialoguer entre eux pour avoir une certaine cohérence. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, concrètement, ça passe par, on essaye de privilégier l'expérimentation. Alors, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, la classe dehors, c'est un peu un engouement qui se développe. Et donc, on essaye de faire de la classe dehors, non pas pour faire dans la nature, mais pour faire avec. Et ça, parfois, il y a une espèce de fantasme populaire où la classe dehors, ça serait justement loin, ou des sorties, ou en tout cas du verre. Et du coup, ce n'est pas forcément le cas, parce que chez nous, il y a plus de bitume que du verre. Mais c'est juste sortir, et sortir à côté pour rencontrer justement les acteurs locaux. Et c'est ce qu'on essaye de faire notamment avec un projet intergénérationnel. Donc, on croit beaucoup à l'intergénérationnel. Alors, ce n'est pas vraiment une croyance, hein, c'est des faits qu'on observe. C'est que les élèves vont faire des travaux, notamment en histoire, où ils vont rencontrer des personnes âgées du club senior de la ville, et puis ils vont échanger sur des problématiques. Alors, on a fait comme ça sur l'évolution du statut des femmes, et c'est-à-dire qu'ils prennent en compte l'expérience des seniors, mais pas de manière naïve, quoi. C'est-à-dire qu'après, ils les réinterrogent par rapport au sens de l'histoire ou au cours d'histoire qu'ils ont eu. Parfois, il y a des choses qui sont en adéquation, parfois, ils vont contredire ce que dit la personne, par exemple. Enfin bon, là, on résume assez vite, mais je pense que Céline peut vous donner aussi dans le chat quelques pistes pour étayer un peu plus ça. Voilà un peu quelques tentatives bien modestes. Et comme le disait Céline, et je réinsiste, parfois on se plante, même souvent, mais on essaye de réfléchir dessus. Et je pense que ça, nous, en tout cas, on a à cœur de dire que cette démarche par tâtonnement, non seulement on l'assume, mais je pense qu'il faut le dire, on la revendique aussi. Voilà. Ne serait-ce que pour la posture du travail enseignant que je demande à réexplorer. Voilà.
Là, on a un petit peu fait le tour hein, des quelques dispositifs pédagogiques qui permettent de faire vivre au sein de l'école des valeurs qui sont importantes à une société de demain émancipée, respectueuse de l'environnement et d'autrui, mais on est surtout ouvert aux questions, à la remise en cause et à l'échange.